Donc ce soir, nous avons le plaisir, nous savons combien notre duo travaille sérieusement. De chacun. Et je pense qu'ils vont nous faire une excellente intervention en prolongement de notre travail, notre réflexion sur la question de la féminité, de la psychologie féminine. Bon, alors, donc, je commence à parler d'Anaïs Nin, puisque c'est moi qui ai la charge de faire sa biographie, et puis je vais parler de l'écriture féminine en particulier. Et Paolo s'occupera de tout ce qui est psychanalyse. Bon, moi j'avais commencé un petit peu, on verra s'il faut compléter après. Donc Anaïs Nin est américaine d'origine franco-cubaine. Elle est née à Neuilly en 1903 et morte à Los Angeles en 1977. Son père était un pianiste cubain, compositeur et musicologue. Sa mère était de mère française, fille du consul danois à La Havane, et elle était chanteuse. Anaïs a 2 frères, Thorvald et Joachim. La mère abandonne sa carrière pour se consacrer à sa famille. Donc c'est une mère qui se sacrifie, et le père est séducteur. Ce sont 2 composantes importantes qui ont beaucoup marqué la personnalité d'Anaïs. En 1914, elle a 11 ans, elle commence son journal parce que son père quitte le foyer. En 1923, elle épouse Hugh Giller, que tout le monde appelle Hugo, issu de la haute bourgeoisie de Boston. Elle joue la parfaite épouse. Donc elle dit « J'aimais Hugo sans passion. Un homme gentil, au cœur noble, m'ennuie. Mes préférés sont pleins de défauts. » Elle a besoin d'autre chose que d'une vie rangée. Mais Hugo représente le giron protecteur auquel elle revient toujours. Et le couple mène une vie mondaine intense. Pourtant, le krach boursier de 1929 les oblige à quitter leur bel appartement parisien et ils vont habiter une petite maison à Louveciennes. Les années 30-31 marquent un tournant dans sa vie. Elle est dans une impasse. Hugo le banquier l'ennuie. Elle renaît un peu et ses sens s'éveillent grâce à des cours de danse espagnole qu'elle prend et au professeur de danse. À partir de là, elle écrit 2 versions de son journal. Donc, une version dans laquelle elle se livre vraiment et une autre version où elle n'avoue pas tout, pour protéger son mari en particulier. À partir de là, en 1931, donc, elle rencontre Henry Miller. Il est invité par Anaïs et Hugo à Louveciennes. Elle a 28 ans, il en a 40. Elle est fascinée, elle trouve qu'il n'a pas de surmoi et elle est happée par sa vitalité, donc c'est un coup de foudre immédiat. Elle a aussi une relation avec l'épouse de Henry Miller, June. Mais ni cet amour pour Miller, ni l'écriture du journal ne comblent le vide immense qu'elle ressent. À Paris, la psychanalyse a acquis une certaine aura. Miller lui parle de René Alendi. Elle espère, donc, qui est un des fondateurs avec Marie Bonaparte de la Société psychanalytique de Paris. Elle espère pouvoir aller au fond d'elle-même et se libérer des entraves qui freinent son tempérament d'artiste et sa créativité. En 1932, elle commence donc l'analyse avec Alendi, qui entre autres analyse aussi Antonin Artaud, qu'elle rencontre dans la salle d'attente. Artaud a le même éditeur que Otto Rank et le conseille de lire et elle lit L'art et l'artiste de Rank. Après cette lecture, elle se décide à aller le voir. Elle sort de sa cure peu concluante avec Alendi et d'actes d'inceste avec son père. En 1934, elle avorte après 6 mois de grossesse. Autour d'elle se trouvent Hugo, Miller et Rank, les 3 pères potentiels de l'enfant. Alors elle pense que c'est Miller, mais bon, nul ne le sait. Elle décide aussi de devenir analyste, pensant qu'elle devrait être une bonne analyste,
parce que, dit-elle, je n'ai pas eu peur de découvrir la vérité sur moi-même. Elle rejoint Rank aux USA parce qu'elle pense qu'en quittant le vieux monde, ça lui donnerait de l'espoir. Et Rank l'accepte comme assistante. Donc elle est formée, vite fait, bien fait. Mais l'expérience est de courte durée. Elle revient en France et elle choisit, contrainte de choisir entre la profession d'analyste et son besoin de créer. Donc après avoir arrêté ce métier d'analyste, elle écrit « Tous mes malades vont mieux, mais je suis morte. » Mais je suis quoi? Morte. Donc ça l'a épuisée, mais elle a guéri tous ses malades. Elle est souvent assez contente d'elle. Entre 42 et 46, elle entreprend une analyse avec Martha Jaeger, ensuite avec le docteur Clément Staff. Enfin, elle fait après plusieurs petites analyses comme ça. Après avoir cherché un père, elle cherche un enfant et se marie avec un homme plus jeune qu'elle, Rupert Paul. Mais elle est bigame parce qu'elle est toujours mariée avec Hugo. En 55, elle se porte volontaire pour prendre du LSD sous la surveillance du psychiatre américain Oscar Janiger. 66 est l'année de la publication du premier tome du journal. Elle a 63 ans. À la fin de sa vie, elle donne des conférences devant les étudiants américains. Elle trouve la mentalité américaine utilitaire et matérialiste. Donc, elle leur donne ce message. Il faut d'abord exister en soi-même pour vraiment communiquer avec les autres. En 73, elle est nommée docteur honoris causa du Philadelphia College of Arts et membre du National Institute of Arts and Letters en 74. La version non censurée de son journal n'a pu paraître qu'après sa mort et celle de son mari. Elle aura écrit des milliers de pages de journal. Elle a toujours souhaité que soit publiée un jour l'intégralité de son journal. Le chantier est ouvert en 1986 avec son deuxième mari, Rupert Paul. Elle est également appréciée pour ses œuvres érotiques. Avant elle, peu de femmes s'étaient lancées dans ce genre. Donc vient de paraître justement une anthologie, écrits érotiques de femmes, une nouvelle histoire du désir, de Marie de France à Virginie Despentes, dans la collection bouquins. Et donc il montre à quel point les écrivaines se sont en effet longtemps heurtées à un plafond de verre, puisqu'elles n'étaient pas admises dans le monde des auteurs. Elle a écrit un essai sur D.H. Lawrence, qui était accusé de pornographie, alors que, selon elle, il touche du doigt le déni de nos instincts profonds. Lou Andrea Salomé la fascine et elle écrit une préface à l'édition américaine de son œuvre. Donc après, bon, j'avais parlé de Allende et Rank, mais on va laisser ça pour Paolo. Juste un petit mot sur Martha Jaeger. Là, elle a été en analyse avec elle entre 42 et 46, parce qu'elle analyse avec Martha Jaeger plutôt les rapports avec sa mère, le côté pesant du côté maternel. Jaeger lui dit de ne pas confondre amour et abnégation. Elle lui parle de son masochisme et lui montre sa propension à donner pour s'attacher les gens. En fait, elle n'est pas sûre d'elle, donc elle a toujours besoin d'être rassurée et de séduire pour être rassurée. Donc ensuite, je passe à l'écriture féminine. L'écriture a pour Anaïs Nin une fonction salvatrice. Elle dit « On écrit pour créer un monde dans lequel on puisse vivre ». L'écriture d'Anaïs est bien sûr hantée par le manque du père. Donc elle enferme dans son écriture tous ses démons intérieurs en passant du statut de pécheresse au statut de sainte, se dévouant pour les autres. Mais comme dans son journal, elle oscille entre mensonge et vérité, on se demande à quel point on peut parler de journal intime. Bon. D'ailleurs, son frère, Joachim,
écrit dans la préface au journal, « Avec Anaïs, il est difficile, presque impossible de savoir où commence la fiction. » Joaquin écrit aussi qu'elle est passée par une phase dangereuse, frisant le dédoublement de personnalité, en entamant la rédaction d'un deuxième journal à l'intérieur du premier. Mais elle dit « Mes mensonges sont ma liberté. Suis-je un démon de me sentir innocente ?» Elle veut en tout cas donner une dimension universelle à son vécu. On pense là à Annie Ernaux, qui veut donner aux particuliers une dimension générale. Rank souligne lui-même, donc il dit, elle le cite dans son journal, que mon journal est précieux comme étude d'un point de vue féminin. Il dit que c'est un document écrit par une femme qui pense comme une femme. Miller pensait aussi que le journal était son œuvre, bien plus que ses autres écrits. Rank lui dit aussi, vous vouliez vous créer vous-même, vous ne vouliez pas être né de parents humains. Donc comme la femme donne la vie, Anaïs se donne la vie et en se créant dans l'écriture, par l'écriture. Donc puisque c'est une histoire de donner la vie, l'écriture serait foncièrement féminine. Elle pense que la femme a été malheureusement bridée et toujours empêchée dans sa volonté créatrice, car elle reste, entre guillemets, disponible aux besoins du foyer. Ça rappelle ce que dit Virginia Woolf dans Une chambre à soi, avec la nouvelle traduction, Un lieu à soi. Donc, qu'est-ce qu'écrire en tant que femme? Elle l'explique dans une conférence, Être une femme et autres essais. Voilà ce qu'elle dit. Nous écrivons pour charmer, enchanter, consoler, pour goûter la vie, pour rendre les choses éternelles, pour transcender notre vie. Donc l'idée de transcendance est importante pour elle. Elle dit, en vivant jusqu'au bout de ma vie, mes passions, ma création, je communiquais avec le ciel. Donc consoler, voilà un rôle bien typiquement féminin. Mais, comme le dit Sabine Voss-Falck, c'est aussi une femme qui refuse la limite. La multiplicité des expériences, la jouissance de subjuguer son père et de collectionner ses analystes font d'elle une femme puissante et pas seulement une femme consolatrice et douce. Elle est aussi une femme animale. Elle dit elle-même, « La femelle en moi a besoin de lui. J'ai besoin de l'homme, une faim physique. » Donc Anaïs est aussi une chasseresse. Donc comment traiter de l'amour ou du désir d'un point de vue féminin? Donc voilà ce qu'elle dit, traiter de la fusion des corps, de l'émotion, des sensations, désirs obscurs, transe mystique, frustration, épanouissement. Ça c'est en 1937. Jean Fanchette, poète, éditeur, neuropsychiatre et psychanalyste d'origine mauricienne, fut le premier révélateur d'Anaïs Nin en France. Il dit, elle a proclamé et célébré l'honneur d'être une femme, elle a exalté le corps désirant féminin. Donc, à son époque, on pouvait dire qu'elle était avant-gardiste, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore le dire? Parce qu'elle ranime un peu le cliché de la femme sensible. Ça semble un peu daté aujourd'hui pour certaines féministes ou néo-féministes. Elle, en tout cas, elle écrit, elle s'écrit et elle démultiplie sa personnalité. À ce propos, on a souvent cité le fameux tableau de Duchamp, le grand nu descendant un escalier, qui la représente très bien. Donc le nu, évidemment, c'est la sexualité, et la descente de l'escalier, descendre dans les profondeurs de l'inconscient. Elle revendique une littérature érotique au féminin qui n'utiliserait pas le langage galvaudé des hommes, un langage qui ne soit pas porno. Elle affirme une écriture de la jouissance d'une femme, le rapport entre jouissance et mystique.
Écrire en tant que femme, tout passe dans le véritable ventre, pas dans le ventre fabriqué par l'homme. Elle serait d'accord avec Luce Irigaray, qui défend l'écriture féminine, qui, j'ouvre les guillemets, subvertit le langage oppressif des mâles. Luce Irigaray qui insiste sur l'étude de la différence sexuelle dans la langue. Il y aurait une langue des hommes et une langue des femmes. Il faudrait que les hommes comprennent que leur langue n'est pas celle de toute l'humanité. Pourtant, il y a combat entre le versant masculin de son être, donc le côté paternel, et le versant féminin avec le côté maternel. Alors je me suis demandé, puisqu'elle se sent tellement femme, pourquoi n'a-t-elle pas voulu être mère? Elle a vécu sa grossesse, dit-elle, avec fierté d'être mère, d'être une femme complète. Elle dit, je me suis accrochée à mon enfant, l'œuf. Seulement l'œuf. J'ai mis plus de temps que toute autre femme pour avorter. Donc elle a gardé l'œuf le plus longtemps possible, mais bon. Et ensuite, bon, quand elle a eu avorté, elle a dit, mais j'ai déjà trop d'enfants. Il y a déjà trop d'hommes sans espoir et sans foi dans le monde. J'ai déjà plus que je ne peux porter. J'ai dit à mon enfant qu'il devait se réjouir de ne pas être lâché dans ce monde. Donc tout ça, ça s'est passé en 1934. Donc chez Anaïs Nin, la féminité, c'est la mère et la prostituée, la femme maternelle et la femme fatale, à chaque fois deux extrêmes. Enfin, et ce n'est pas le moindre des paradoxes chez Anaïs, ses influences littéraires furent surtout des écrivains hommes. Donc elle admirait Rimbaud, parce qu'il voulait créer un langage neuf, ses délires, sa langue, des hallucinations. Elle admirait D.H. Lawrence, son écriture du corps, plus de séparation entre la Vierge et la putain. Lady Chatterley serait une ode à l'amour parfait. Elle admirait Proust, son monde des sensations, les méandres de la mémoire, etc. Le surréalisme, avec son lien avec l'inconscient, mais elle finit par juger leur technique trop intellectuelle. Pierre-Jean Jouve, ses romans poétiques psychologiques sont des chefs-d'œuvre pour elle. L'intuition analytique enrobée de poésie est infiniment plus percutante que la seule analyse. Alors, elle a quand même aimé des femmes comme Catherine Mansfield, dont elle apprécie le journal, qu'elle trouve meilleur que le sien, et Djuna Barnes, qui a subi inceste et viol, qui a une grande liberté de mœurs. Mais bon, elle l'admirait, mais ne l'appréciait pas, parce qu'elle trouvait les Américaines trop viriles. Elle se réfère plutôt à Ninon de L'Enclos ou à Lou Andréas Salomé. Anaïs, elle, aime les hommes créateurs et pourvus d'une sensibilité féminine. Elle a eu tout de même une grande audience parmi les jeunes femmes, mais n'a jamais fait partie des militantes radicales. Elle a été icône du féminisme sans être féministe elle-même, enfin en tout cas pas inscrite dans un mouvement. S'inspirant en partie de la conviction d'Anaïs Nin que l'art de la femme naît de la matrice, l'artiste américaine Judy Chicago, née Judy Cohen, donc qui est née en 1939, a fondé Woman House à Los Angeles. C'est un espace d'installation et de performance artistique féministe. Donc d'autres avis sur l'écriture féminine, Annie Ernaux, dont j'ai déjà parlé. Parler d'écriture féminine, c'est de facto faire de la différence sexuelle une détermination majeure, à la fois de création et de réception. Donc c'est essentialiser la femme, mais elle ajoute, cela dit, je suis persuadée qu'on est le produit de son histoire et que celle-ci est présente dans l'écriture. J'ai une histoire de femme, par quel miracle s'évanouirait-elle dans mon travail? Marguerite Duras,
donc il dit qu'il y a deux conceptions de l'écriture. D'un côté, l'écriture concertée, surveillée, intellectuelle, c'est-à-dire sans mystère et sans profondeur, ce serait le pôle masculin. De l'autre, une écriture plus intuitive qui serait gouvernée par le désir et exposée au non-savoir, le pôle féminin, qui n'est évidemment pas représenté uniquement par des femmes, puisque on a cité Rimbaud, Proust, etc. Donc Duras dit, c'est ça l'écriture, c'est le train de l'écrit qui passe par votre corps, le traverse. C'est de là qu'on part pour parler de ces émotions difficiles à dire. Donc Virginia Woolf, on l'a vu, pense que les femmes ont été trop réduites à l'espace privé. Donc leurs thématiques se sont aussi bornées à cet espace privé, mais elle pense que ça va évoluer. Et dans une nouvelle, elle fait parler un personnage femme qui dit à une autre femme « Ne sais-tu pas que notre foi dans la supériorité intellectuelle des hommes est notre plus grande illusion ?» Bon, j'ai bien aimé cette phrase, donc je ne peux pas m'empêcher. Tu peux la répéter? Ne sais-tu pas que notre foi dans la supériorité intellectuelle des hommes est notre plus grande illusion? Je trouve ça bien. Et enfin, Catherine Millet, à propos d'Anaïs. Pas Migaud, hein, Millet. Comment? Pas Migaud. Millet, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas la même, ouais. Ouais. Donc elle dit d'Anaïs, elle est au plus près du réel. Il y a chez les femmes un sens du concret, du prosaïque. Donc je laisserai Catherine Millet le mot de la fin. À la question sur le manque d'engagement politique d'Anaïs Nin, elle répond « C'était une bourgeoise entretenue par son mari. » Donc puisque, voilà, il accepte un banquier. Mais après, il est devenu artiste, hein, ah oui. Puisqu'il a fait des analyses et tout. Donc quand même, grâce à Anaïs, il lui doit aussi quelque chose. Mais elle lui doit beaucoup d'argent. Alors, c'était une bourgeoise entretenue par son mari. Elle n'était donc pas dans une revendication sociale. Restait la liberté sexuelle. Et là, elle ne rencontrait pas d'entrave. Il n'y avait pas de raison pour qu'elle adhère à un mouvement féministe. Par ailleurs, elle ne pouvait pas se reconnaître dans une action féministe en lutte, sinon en guerre avec les hommes. Elle aimait trop les hommes. Ces conceptions du féminisme, donc là, c'est moi qui conclus, paraissent aujourd'hui certainement datées à certains courants néo-féministes. Pourtant, Anaïs réconcilierait hommes et femmes sans renoncer à sa liberté, ni aux qualités dites féminines. Elle n'a jamais attendu qu'on lui donne sa liberté, elle l'a prise. Bon, Merci. Merci Christiane. On voit que dans ton exposé, il y a un travail très exhaustif, parce que là, en une demi-heure, tu as dit des choses qui peuvent sembler toutes simples, mais ça demande quand même un travail de recherche très important. Moi, j'ai lu pas mal ces journaux. Ben, j'imagine. J'ai bien coupé pour faire une demi-heure. Voilà, c'est un personnage extrêmement complexe. Hein, je me souviens même plus comment on avait évoqué la question de la féminité. Je me souviens plus comment le personnage de Anaïs Nin a émergé dans nos échanges. Vous vous rappelez? À cause de Autorank. C'était Autorank, hein, c'est ça. Donc, en t'écoutant, il y a deux ou trois petites choses qui me sont venues à l'esprit, parce que en tant que psychanalyste, j'ai voulu consacrer cet exposé à la relation que Anaïs Nin a entretenue avec deux psychanalystes, plus particulièrement René Alendi et Rank. Et je dois vous avouer que ce n'est pas une partie simple, parce que il y a eu beaucoup de transgressions. La question du transfert, du maniement du transfert a posé énormément de questions, et aussi la notion du cadre. Comment tout ça a été géré par ces deux psychanalystes. C'est ça que je vais essayer de vous exposer. Mais au début de ton exposé, il a été question de mensonge. Et je me suis rappelé d'une phrase, je crois que c'est Freud qui disait ça: le mensonge de l'hystérique, c'est sa vérité.
Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça me dit, le mensonge de l'hystérique, c'est sa vérité. Et aussi un autre aspect important dans la structure d'Anaïs Nin, c'était ses désirs de fusion et de complétude. Hein, tu as évoqué ça aussi, dans sa quête de complétude, de jouissance totale. Et puis la notion aussi de clivage, c'est-à-dire que d'un côté il y a la façade, l'ange, et puis un autre aspect dans son journal, hein, c'est le démon. Hein, et puis la Vierge et la putain. Il y a toujours cette double dimension qui va émerger. Donc ce que j'ai voulu préparer pour vous, c'était ces liens particuliers qu'elle a entretenus avec la psychanalyse. Et pour cette présentation, je me suis appuyé sur un texte de Bernard Chouvier, un psychanalyste, je ne sais pas si vous le connaissez, Bernard Chouvier. J'avais un ami psychanalyste et psychiatre qui travaillait avec Bernard Chouvier à Lyon. Et c'est un professeur de psychopathologie, c'est un directeur du centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique à l'université de Lyon 2. Donc le texte sur lequel je me suis appuyé pour faire cette présentation s'intitule « La psychanalyse au risque d'Anaïs Nin ». Et par ailleurs, il a écrit 2 autres textes aussi consacrés à ce personnage. Le premier s'intitule « La création du couple, noyau pervers et scénario narcissique, Anaïs Nin et Henri Miller », publié dans le Divan familial numéro 9. Et un autre texte intitulé « De l'intimité intrusée à l'intimité exhibée, la vie secrète d'Anaïs Nin dans la perversion dans l'art et la littérature » dans la collection Impress en 2007. Voilà. Donc, comme vous savez, Anaïs Nin est devenue célèbre grâce à ce fameux journal intime qu'elle a tenu durant sa vie entière à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à sa mort en 1977. Moi, j'ai commencé à lire son journal lorsque j'avais une trentaine d'années. J'ai entamé ma 2e tranche d'analyse avec Catherine Millot, justement, pour tout vous dire. Et en préparant ce texte, je me suis dit comment j'ai découvert ce journal à l'époque. J'avais donc la trentaine. Et je crois que c'est à la suite d'un film intitulé Henry et June. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, il y avait Maria de Medeiros dans le rôle d'Anaïs Nin, Uma Thurman qui jouait June et Kevin Espacé qui jouait Henri Miller. Et donc, je me souviens être sorti de ce film assez troublé. C'était une relation à 3, très fusionnelle, très passionnelle. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à lire son journal. Et j'étais fasciné par cette écriture qui était d'une grande profondeur psychique, dans cette nécessité de parler de son intimité. Et comme j'étais en analyse, je trouvais ça assez fabuleux, un récit qui nous met dans cette posture de monologue intérieur, comme on le fait en général sur un divan. On parle de sa vie intime. Et pour faire cet exposé, j'ai repris récemment le premier tome qui va des années 31 à 34. Et j'ai ressenti le même plaisir de lecture, cette façon qu'elle a de décrire les situations, de les observer et de les analyser. 31, elle avait quel âge? Non, mais il y a eu des journaux de jeunesse avant. Elle avait quel âge en 31? Elle est née en... Elle était jeune. Hein, Elle est née en... Là, elle connaissait Rank en 31. Oui, elle est née en 1903. Elle a rencontré Rank en 33. Il y avait des journaux de jeunesse avant, Oui. entre 1914 et 1931. Des journaux de quand elle était petite, Oui, parce qu'elle a oui, commencé à 11 ans, oui, parce oui. qu'en 31, elle avait plus Alors, de 11 ans. c'est très difficile à trouver, c'est hors commerce, hein, et donc je l'ai trouvé par hasard sur un site en particulier qui le mettait en vente. Alors, donc, elle dit,
c'est la femme qui veut parler à propos du journal. Je dois parler au nom d'un grand nombre de femmes. À mesure que je me découvre, je sens que je ne suis qu'une parmi tant d'autres, un symbole. Je commence à comprendre les femmes d'hier et d'aujourd'hui, celles du passé privées de parole et celles d'aujourd'hui, toutes livrées à l'action, qui copient les hommes. Alors, la particularité de l'histoire d'Anaïs Nin avec la psychanalyse est cette question de l'inceste. Donc, comme a rappelé Christiane, son père était un homme extrêmement violent et il a quitté sa famille pour une autre femme beaucoup plus jeune que lui. Et apparemment, si on croit à ce que dit Anaïs Nin, elle a vécu une relation incestueuse avec cet homme. Avec son père. Avec son père. Et donc, le journal devient pour elle une sorte de drogue. Et elle a du mal à comprendre la violence que le père a exercée sur la famille, sur elle. Et en même temps, elle ne parvient pas à tolérer son absence. Donc, avec ce journal, dit Bernard Chouvier, elle a trouvé un substitut imaginaire au manque réel d'objets. Ça me fait penser un petit peu à l'objet transitionnel, un substitut imaginaire au manque réel d'objets. Donc, dans les années 31 et 32, il y a un tournant dans sa vie. Elle commence à s'ennuyer dans sa vie de couple. Son mari ne l'intéresse plus. Elle a besoin d'ouverture, elle a besoin d'espace. Et là, elle va connaître une première relation extra-conjugale avec son professeur de danse espagnol. Oui. Un violet, apparemment, dégoûtant, pâle, mais quelque chose d'une quête déjà d'un père, mais un père. Donc à partir de là, elle va commencer à séduire les hommes et prendre coup à cette séduction. Elle a dit que ça marche, son charme diabolique opère, et elle va vivre à partir de là clivée. Elle a un cahier vert qui relate la partie convenable du personnage, et un cahier rouge pour recenser les dévoiements d'une femme débauchée. Donc là, à nouveau, la notion de clivage. D'un côté, l'ange, et de l'autre côté, le démon. Dans son livre Inceste, à la page 123, elle se fixe alors un projet de vivre des expériences sexuelles multiples, donner libre cours à ses passions, et les partager avec son mari. C'est pour ça que Bernard Chouvier parle de perversion. Ce n'est pas une structure, elle n'est pas perverse comme structure, c'est plus de l'ordre de l'hystérie, mais perversion dans le sens où elle cherche des expériences limites et elle va, dans cette séduction, pervertir pour parvenir à ses fins. Donc elle rencontre alors à ce moment-là Henry Miller qui va incarner pour elle cette partie primitive. C'est comme si c'était son double primitif. Elle veut commencer un travail analytique puisque ce clivage commence à peser. Et c'est Henry Miller, d'après les informations que j'ai, qui lui parle de la notoriété de René Alendi. C'est bien ça? René Alendi, qui était un des fondateurs avec Marie Bonaparte, de la Société psychanalytique de Paris. Donc c'était quelqu'un d'assez... Alors, ce qui est essentiel dans la demande parce que quand on vient voir un psychanalyste, on vient avec une demande. Donc, ce qui est essentiel dans sa demande à elle, à Anaïs Nin, c'est d'aller au bout d'elle-même, de se libérer des entraves qui freinent et limitent son tempérament d'artiste. Elle veut s'accomplir comme écrivain, puisque, à part le journal, c'est vrai que les récits, ces tentatives des récits, des romans, n'ont jamais obtenu de succès. Donc c'est vraiment le journal qui est devenu son œuvre principale.
Donc, elle connaît l'attrait d'Alendi pour l'art et le symbolisme. Donc là, un point transférentiel important pour elle. L'analyse débute sous les meilleurs auspices. Elle s'engage massivement dans le transfert. Elle écrit « Je peux vivre toute expérience sans danger, car j'ai été sauvée par Alendi ». Ça, c'est en 1932. Alendi m'a donné la force nécessaire pour vivre mes passions, sans pour autant en mourir comme avant. Donc le divan va servir pour elle d'appui pour mener sa relation débridée avec Henry Miller. Elle écrit « Une union aussi parfaite sur le plan physique et sur le plan intellectuel ne peut que la combler. » Mais elle va continuer malgré tout à se livrer à la séduction tous azimuts, c'est-à-dire qu'elle va séduire June, la compagne de Miller, elle va séduire Eduardo, son cousin, elle va séduire des hommes qu'elle considère dignes d'intérêt. Donc c'est vraiment une grande séductrice. Alors, en écrivant ce texte, je me suis demandé, parce que Freud disait que la séduction, lorsqu'un enfant rencontre un séducteur, sa première expérience de séduction, ce qui fait traumatisme, c'est la sexualité, c'est-à-dire que ça ouvre la porte à l'enfant, à sa sexualité. Et je crois que cette relation, cette expérience traumatique de l'inceste a fonctionné pour Anaïs Nin comme déclencheur à quelque chose qu'elle va tout au long de sa vie répéter de façon compulsive. Les outrances libidinales de Miller et ses jeux avec les prostituées ne l'intéressent pas. On sait que Miller était fasciné par les prostituées, il vivait une vie assez bohème dans Paris, mais ça ne l'intéressait pas. Alors, elle s'est dit, pourquoi ne pas jouer avec Alendi? Et c'est là où le psychanalyste va être piégé, parce que on est dans les années 30, on n'a peut-être pas tous les outils nécessaires pour mener une cure. Donc autant Alendi que Autoran vont être piégés dans ce travail de séduction d'Anaïs Nin. Donc elle a nourri le dessein de faire craquer Alendi. Elle va y réussir au-delà de ses espérances, à tel point qu'Alendi s'inquiète et lui dit « Vous n'allez pas tout de même écrire tout ça dans votre journal ?» Et elle a « Si, Anaïs écrit tout. » Alors, ce qui est intéressant, on voit, c'est que dès les premières séances, il s'installe entre eux une relation presque amicale. C'est ce qu'on pourrait considérer d'imaginaire à imaginaire. Il n'y a pas de dissymétrie. Il y a des séances où Anaïs Nin dit « Aujourd'hui, je ne veux pas parler, je veux que vous me parliez de vous. » Et Alendi, bon, il se prête au jeu. Ils se rencontrent par exemple au théâtre. Elle sent qu'il a un regard triste. Et dans une séance, elle a dit « Aujourd'hui, je voudrais que vous me parliez de votre tristesse. Je vous ai senti triste. » Et elle continue de le provoquer jusqu'à un jour, elle a dit « J'ai l'impression d'avoir des trop petits seins. » Elle se lève, elle dégrafe son corsage et elle montre à Alendi ses seins pour qu'il puisse évaluer la situation. Voilà. Donc s'ensuit une série de passages à l'acte qui ne cesseront qu'avec la rupture du contrat analytique. Mais tout ça, on va voir que cet échec de cette analyse va provoquer chez Anaïs Nin du rejet vis-à-vis de cet homme qui n'a pas su tenir sa place, qui n'a pas su respecter sa position d'analyste. C'est pour ça qu'elle va faire une deuxième tentative auprès de Rank. Elle ira jusqu'à se demander si elle n'est pas un monstre à provoquer de la sorte son analyste. Donc elle-même, elle est partagée avec cette notion de clivage. Donc elle collectionne les liaisons et elle dit
si je collectionne des liaisons, c'est par peur d'être abandonné. Donc on revient à l'histoire du père qu'il a quitté. Elle avoue son goût pour le mensonge et la manipulation, et se rendant compte des effets du transfert, Anaïs Nin cherche par tous les moyens à lutter contre la présence en elle d'Alendi. Donc on voit que le patient, elle vient avec son inconscient, donc si quelqu'un ne sait pas manier le transfert, elle est perdue. Donc elle découvre les écrits, c'est à ce moment-là, elle découvre les écrits d'Otto Rank sur l'art et les artistes, et proposera la lecture à Alendi, évidemment, et à Miller. Alendi confie à Anaïs qu'il a échoué en tant qu'analyste en cédant à l'attirance qu'il avait pour elle. C'est la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de dire j'ai échoué. Mais il tient à poursuivre la relation qu'il a avec elle comme amant protecteur. Alors elle rêve de recommencer une analyse avec quelqu'un d'autre, évidemment, mais quelqu'un capable de mieux comprendre les artistes, sous-entendu, quelqu'un capable de lui résister. Otto Rank, ce membre du premier cercle de Freud, lui paraît encore trop inaccessible. Alors, les liens avec Alendi vont se dégrader, elle le trouve trop raisonneur, ses froides analyses l'ennuient, elle connaît trop ses faiblesses, elle cesse de lui accorder crédit, la haine finit par la submerger et c'est la rupture. Et j'ai appris même dans le texte des scènes d'une intimité incroyable. Il y avait entre eux des relations sadomasochistes. Il la fouettait. Et il la quoi? Il la fouettait. Donc ça a été vraiment très loin dans les dérapages du cadre analytique et dans le maniement de transfert. Alors, elle dit, je veux aller voir Rank afin qu'il me donne l'absolution pour la passion que j'éprouve envers mon père. Donc, elle va voir Rank avec une demande. Là, cette fois-ci, c'est à la suite. Alors, il semblerait qu'elle a vécu à l'âge adulte, elle rencontre son père, et elle va vivre avec son père à nouveau une relation incestueuse à l'âge adulte. Et cette fois-ci, elle n'est plus l'enfant passif qui subit, mais c'est la femme qui séduit le père. Alors, en allant voir Rank en 1933, elle dit chercher cette fois-ci quelqu'un de solide, capable de résister aux assauts de la séduction et de tenir et de l'aider à mettre un terme à cette compulsion répétitive et surmonter le traumatisme de l'inceste. Donc sa demande est très claire et précise. Et à ce moment-là, elle s'enfonce dans une dépression. Son système défensif s'effrite et le 7 septembre 1933, elle note, à propos d'Otto Rank, « Obéissant à une soudaine impulsion, j'ai décidé d'aller sonner à sa porte. » Donc voilà, on commence cette rencontre avec Otto Rank. Anaïs répète à son journal qu'elle ne supporte plus ce sentiment de solitude et fait appel à la transcendance. Elle veut un Dieu avec deux bras, mais avec un sexe aussi. Hein, elle, comme disait Christiane, elle aimait beaucoup les hommes, donc pourvu d'un sexe. Rank lui demande qu'elle lui confie le cahier qu'elle rédige actuellement et renonce à son journal. C'est la première demande de Rank. Donc là aussi, en lisant ça, je me suis dit, voilà déjà un psychanalyste qui est déjà dans une posture, pas de sujet supposé savoir, mais je sais comment je vais diriger cette cure, donc tu vas arrêter d'écrire dans ce journal. Mais bon, ce qu'il ne sait pas, c'est que Anaïs Nin, dans sa ruse, elle va trouver toujours des moyens pour ne pas obéir, forcément. Il ne veut pas qu'elle analyse l'analyse. Elle consent et elle dit « Le coup fut audacieux, il m'a assommé. » Je ne peux vous aider, dit Otto Rank, tant que vous n'aurez pas rompu avec tous, tant que vous ne serez pas isolé, tant que vous n'aurez pas retrouvé votre calme
et votre intégrité. Donc on a déjà un sentiment, en entendant ces propos, qu'il veut un petit peu l'avoir, un petit peu sous sa tutelle, un peu comme le sauveur. Et effectivement, C'est un Bernard... peu la technique active que Ferenczi aussi a introduit, Oui, comme ils étaient amis tous les deux. oui. C'est un courant de psychanalyse Voilà. actif. Et Bernard Chouvier dit très justement, il constate que Otto Rank aurait dû se limiter au strict cadre analytique et à s'y tenir au lieu de vouloir être le sauveur d'Anaïs Nin, et tomber finalement dans ses filets. Elle va se mettre à le ruser, elle invente un carnet de notes, et forte de cette ruse, elle écrit à Rank « Je n'ai pas écrit dans mon journal, je ne le ferai plus. J'ai mis toute ma foi en vous. » C'est un mensonge. Nouvelle transgression. Alors, elle a fait un rêve. Elle rêve qu'elle laisse Rank lui faire l'amour et que cela lui procure un grand bonheur. Bon, jusque-là, c'est un rêve. On apporte ça au psychanalyste qui va tenter d'interpréter. C'est un rêve de transfert. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Rank l'attire sur le divan et ils s'embrassent sauvagement. Consigne le journal. Il a suffi de 2 mois d'analyse pour que la séduction d'Anaïs vienne à bout de la citadelle analytique. Et Bernard Chouvier dit qui serait donc en mesure de lui résister? Ce serait une question intéressante à poser à Lacan. Je me demande s'il serait capable de résister, puisque lui-même, il a eu, Catherine Millot, une de ses patientes, assez irrésistible, je dois avouer, je dirais, pas sur son divan, pas uniquement sur son divan, mais aussi dans son lit. Alors, avant le passage à l'acte, je dis ça, je me permets de dire ça, parce que Catherine Millot a écrit un récit dans lequel elle raconte ma vie avec Lacan. Hein, donc, c'est public. C'est public. Avant le passage à l'acte avec Rank, Anaïs Nin note dans son journal « Mais je m'aperçois aussi qu'il ne fait rien pour me détacher de lui comme il le devrait. » Vous voyez l'analysante signalant quelle est la place que le psychanalyste doit occuper. J'ai pensé l'autre jour, une jeune patiente me dit « Je ne connais rien de votre vie, j'ai fait des recherches sur Internet et ça me soulage de ne pas savoir beaucoup de choses sur vous. Parce que ma psychanalyste précédente, elle a été l'analyste de mon frère et elle m'a tout raconté des séances qu'elle a eues avec mon frère. Oui. Et elle a dit, ça m'a troublé. Vous voyez? Et ça ne se passe pas dans les années 30. Hein, c'était il y a quelques années. 2020. Donc Anaïs Nin a dit, Otto Rank, il devrait faire tout pour me détacher de lui, c'est-à-dire pour savoir manier le transfert. Hein. S'il sentait que j'étais victime de l'envoûtement de l'analyse. C'est vrai qu'elle était dans un transfert massif, dans une demande massive, mais malheureusement le cycle infernal se poursuit. Rank va remplacer Alendi. Elle ressent une fusion absolue. Évidemment, quelque chose de l'amour pour le père vient se cristalliser dans cette nouvelle relation, quelque chose de l'ordre d'une relation d'objet pleine et entière. Donc la notion du manque, il n'y est pas du tout. Hein, voilà. Elle se sent toute puissante. Puisque je ne peux pas avoir Dieu, j'aurai les analystes que le monde considère comme des hommes-dieux. Pour me prouver ma victoire, comme j'ai eu mon père, mais je ne me donne pas à eux, je me garde. Je sais, dit-elle, qu'après Rank, j'aurais vécu tout ce que je voulais vivre, j'aurais tiré tout ce que je voulais tirer de l'amour, de la vie, du désir, des joies du mysticisme et de la création. Voilà, la notion du manque n'y est pas du tout. Donc c'est pour ça que, pour conclure, je trouvais intéressant de montrer que
la relation d'Anaïs Nin avec la psychanalyse, nous pose cette question du cadre et du maniement du transfert. L'analyste est sujet supposé savoir et ne doit jamais répondre à la demande. Voilà. Supposé savoir, c'est elle, on dirait. Oui. Oui, parce que effectivement, le patient vient avec son savoir, son histoire. Elle savait ce qui la perturbait, ce qui... Quand elle lui dit, vous aurez dû résister à moi. Elle lui faisait une leçon. C'était elle l'analyste. Ouais. Bravo, merci.